Nous allons commencer par Monsieur Gregor Pupink, qui est directeur du Centre européen pour le droit et la justice, qui va nous présenter son exposé « Existe-t-il un droit à l'avortement ?» Merci beaucoup, Madame de la Pichacarion. Merci à tous de votre invitation. Je voudrais débattre avec vous du droit à l'avortement. Peut-on réellement parler d'un droit à l'avortement dans le droit international, le droit européen et le droit constitutionnel? Le droit à l'avortement s'appuie sur des mensonges. D'abord, un mensonge selon lequel l'avortement est une pratique libérale qui libère les femmes, alors que l'objectif de ces avocats, de ces héros, était d'accroître le contrôle sur la reproduction humaine et la vie. Ensuite, les mensonges selon lesquels l'avortement est sûr, qu'il s'agit de soins de santé, que la légalisation de l'avortement pourrait réduire la mortalité des parturientes et qui présentaient les grossesses comme des problématiques. Le droit à l'avortement serait une précondition de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Beaucoup de mensonges, donc. Néanmoins, le principal mensonge au sujet de l'avortement est le déni de l'existence des droits de l'enfant avorté. C'est sur la base de ce mensonge que se fonde le droit à l'avortement. On ignore l'enfant et cela permet de présenter l'avortement comme un droit de la femme sur son corps. C'est ce que disait la Cour suprême dans Roe vs. Wade, et c'est un mensonge éhonté parce que l'avortement se fait sur un enfant. C'est l'enfant qui souffre de cet avortement et non pas la mère. C'est l'enfant qui est avorté et pas la mère. Ce mensonge va encore plus loin, dans la mesure où les avocats de l'avortement ne parlent jamais de l'avortement en lui-même. Ils utilisent des périphrases comme la procédure, la régulation des menstrues ou les droits génésiques pour éviter de parler d'avortement. Ils n'assument pas la réalité sanglante de ce dont ils parlent. Les lobbies internationaux, les Nations Unies, utilisent ce vocable. C'est le prérequis pour le droit à l'avortement. Et c'était la base de l'arrêt Roe vs. Wade. C'est sur la base de ce mensonge, ce mensonge que la Cour suprême a finalement rejeté. On a suivi ici la Cour européenne des droits de l'homme qui a indiqué que les grossesses et l'avortement ne sont pas simplement une question de vie privée pour la mère, mais également pour l'enfant qui n'est pas né et le père potentiel de l'enfant ainsi que la société. L'enfant existe, même s'il est décrit comme un être humain potentiel, et c'est pour cette raison que l'avortement va au-delà de la vie de la mère. Dans un certain nombre d'affaires, la Cour européenne des droits de l'homme a appliqué la Convention des droits de l'homme à l'enfant avant la naissance, dans le cadre du droit à la vie, le droit à la vie privée et même l'interdiction de la torture. La Cour strasbourgeoise a statué que la protection accordée au fœtus est justifiée compte tenu du droit et des libertés des autres, comme l'expliquait le juge Pinto de Albuquerque. Cela signifie, et je cite, que c'est un sujet avec un statut juridique. C'est la raison pour laquelle l'avortement ne peut pas être considéré comme un droit subjectif, parce que personne ne peut avoir un droit arbitraire sur l'existence des autres. C'est également ce que nous dit la Cour suprême, et là je cite, « L'avortement est différent d'autres droits, parce que l'avortement détruit ce que Roe qualifie de vie potentielle et ce que le droit du Mississippi appelle un être humain qui n'est pas encore né. »
Le droit au respect de la vie privée, et je cite, ne peut pas être interprété comme conférant un droit à l'avortement. Par ailleurs, dans la jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que la Convention ne garantit pas un droit à avoir une procédure d'avortement ou à le réaliser ou même de participer à la procédure. La Cour strasbourgeoise a également indiqué que l'interdiction de l'avortement ne viole pas la Convention. Il n'existe donc pas de droit à l'avortement au titre de la Convention européenne des droits de l'homme, ni même d'ailleurs au titre de la Constitution américaine. Il ne fait aucun doute par ailleurs que de nombreux engagements ont été pris par les États pour réduire le recours à l'avortement. Et cela prouve que l'avortement n'est pas un droit. S'il s'agissait réellement d'un droit fondamental, il serait alors absurde, injuste de prévenir son usage. Déguiser l'avortement en droit ne change pas la nature de l'acte. Il faut bien comprendre que les droits humains ne sont pas créés par les juges et les parlements, ils préexistent. On proclame, déclare et reconnaît ces droits, mais on ne peut pas les décider. Qu'est-ce qu'un droit humain? C'est la garantie offerte par un État à chacun de respecter sa capacité à s'exprimer et s'épanouir pleinement. S'exprimer, prier, se rassembler, fonder une famille. Les droits humains ne garantissent pas tout et n'importe quoi. Ils protègent l'exercice des facultés humaines par le biais desquelles nous nous épanouissons en tant qu'êtres humains. Les droits humains découlent et protègent la nature humaine. Est-ce qu'une femme s'humanise, s'épanouit en avortant l'enfant qu'elle porte? Certainement pas. La souffrance causée par l'avortement nous le prouve. Si l'avortement était un droit, il respecterait la nature humaine et ne produirait pas de souffrance. Entre le droit fondamental et l'avortement, la différence est claire. L'avortement ne peut jamais être un droit fondamental parce que son objet direct est la destruction d'une vie humaine innocente, quelle que soit l'intention ou les raisons de cette destruction. On ne peut pas dire que l'avortement est un droit simplement pour le faire un droit ou l'inscrire dans la charte ou des constitutions. Cela ne change pas la réalité même de l'acte. Donc oui, il n'existe pas de droit à l'avortement au titre de la Convention européenne, ni même dans la Constitution américaine ou toute autre déclaration de droit internationale. Mais il existe un droit à la vie dont on dit parfois qu'elle commence à la conception, comme la Convention des droits de l'homme américaine qui indique que toute personne a le droit au respect de sa vie et que ce droit doit être protégé par la loi et en général dès le moment de la conception. De ce fait, la Cour européenne des droits de l'homme reconnaît qu'il est légitime pour un État de choisir de considérer la personne non née d'être une personne et donc de veiller à la protection de sa vie. À l'instar de la Cour suprême américaine, la CEDH laisse le droit aux États de déterminer quand commence la vie et donc d'autoriser ou non les avortements. C'est d'ores et déjà une concession pour tolérer l'avortement et cela s'appuie sur un autre mensonge, c'est-à-dire une distinction forcée entre la réalité de l'enfant non né et la notion juridique de personne. Pour permettre l'avortement, la CEDH s'est déclarée incapable de statuer si une personne non née est une personne, même si elle reconnaît que la personne non née fait partie de l'espèce humaine. C'est ce mensonge qui permet aux juges d'adopter la politique de l'autruche et de laisser les États décider de la question.
Aujourd'hui, la situation est quasiment la même aux États-Unis. Chaque État peut réglementer ou interdire l'avortement. C'est une amélioration par rapport à la situation préalable, mais cela ne suffit pas parce que la Cour suprême n'a pas encore accordé de protection juridique aux êtres humains avant la naissance. Ces protections sont nécessaires, par exemple, pour interdire les avortements tardifs que la Cour suprême elle-même considère être une pratique barbare, de même d'ailleurs que les avortements fondés sur le genre, le handicap ou la race de l'enfant. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir avant que les sociétés occidentales se rendent compte de la valeur de la vie humaine avant la naissance. Mais je suis confiant parce que de plus en plus de médecins et de sages-femmes refusent aujourd'hui de pratiquer des avortements. Il est de plus en plus clair que aspirer un fœtus, écraser son squelette, le démembrer pour l'extraire ou injecter des poisons pour le faire disparaître est un crime. C'est une réalité sanglante et c'est la réalité sanglante de l'avortement. C'est la raison pour laquelle l'avortement est un crime et c'est la raison pour laquelle ces avocats sont en panique depuis l'arrêt de la Cour suprême américaine. Parce que ce crime a été révélé. Aujourd'hui, il n'est plus dissimulé derrière ce soi-disant droit constitutionnel à l'avortement qui leur offrait une fallacieuse protection constitutionnelle. Ici, au Parlement européen, même si la majorité est claire, la panique des avocats de l'avortement révèle leur faiblesse et leur insécurité morale. Ils n'ont pas d'autre argument que l'invective, ou l'apologie de l'avortement. Ils peuvent adopter des résolutions, ils peuvent affirmer et considérer l'avortement comme un droit européen suprême. Ils peuvent même nous exclure de ce Parlement, comme ils tentent de le faire. Ils peuvent censurer les défenseurs de la vie humaine, comme ils le font d'ailleurs. Mais tout cela ne changera pas la réalité. L'avortement restera un crime, un dogme tabou qui s'appuie sur un tissu de mensonges et qui finira par s'effondrer. Chaque nouvelle génération créée par le Seigneur se révolte contre ce crime et demande la justice. Merci beaucoup.